il n'y a pas de valeur à être un maître, donc il n'y a pas de non-valeur à être un maître. C'est simplement l'expression d'un désir que de vouloir être un maître. Si l'on prend quelqu'un qui est fier d'être un maître, c'est qu'il est identifié à une polarité créant par le fait même l'autre polarité, tout ça parce qu'il n'est pas capable de rejoindre son absolu. Le malheur de l'homme, c'est qu'à travers la conscience, il perçoit à la fois à travers l'espace-temps ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Ces deux polarités se font la guerre et à travers cela, la création a beau jeu. Celui qui est un maître, celui qui est maître d'un autre est dans une attitude, et celui qui recherche un maître est aussi dans une attitude. Celui qui a le contrôle des forces entre l'être et le non-être est dans un état, cet état est la nouvelle naissance. C'est-à-dire l'homme maître de lui-même ou être son seul maître. Ça, c'est correct. C'est correct, ça? Je suis... Le je suis n'est qu'un point de rencontre dans la création identifié à sa propre illusion, subissant l'attraction de l'être et du non-être. Le je suis ne pourra jamais être tout et ne pourra jamais être rien. Il ne peut que être le manifeste, ne peut qu'être. Le manifesté ne pourra jamais être non manifesté, et vice-versa. Toute démarche pour échapper à cela prouve que nous sommes dans une attitude, car c'est de l'anticipation. L'homme ne doit pas aimer la liberté. La liberté n'est pas quelque chose qu'il apprécie. Elle est elle-même, en elle-même. La liberté est un état. L'homme doit se libérer de l'amour qui empêche l'homme d'être la liberté ou la liberté d'être l'homme. Je m'ajuste. On est riche? Non. En parenthèse, on est riche? Non. L'homme est riche de ce qu'il n'a pas de besoin. J'entends par là l'état absolu identifié face à ce je suis, ne souffrant pas de ce qu'il n'est pas. Et ce qu'il n'est pas ne souffre pas de ce qu'il est. La création est la négation de ce qui n'est pas, et ce qui n'est pas, la négation de ce qui est. Pour permettre à l'absolu de s'auto-révéler, faire en sorte que la création n'ait jamais existé, ne peut se faire que par soi-même. La réalisation du soi est le chemin qui libère l'homme de la création. Le soi est le travail qui se fait, libérant l'homme de l'attraction ou l'amour. La volonté, l'intelligence et l'amour sont trois perceptions différentes d'une même énergie perçue à travers différents corps. Cette énergie serait décodée selon la qualité du corps intentionnel comme étant la volonté, et du corps mental comme étant l'intelligence, et du corps astral comme étant l'amour. Ce serait la qualité de ces corps qui révélerait la présence de cette énergie dans l'homme, et dans sa remontée, le corps astral se fondrait dans le mental pour donner le supramental. Donc, l'anégoïsation serait la digestion du corps astral par le mental, et ainsi de suite du supramental par le bouddhique, pour réaliser l'intentionnalité parfaite, c'est-à-dire le Père, la volonté. Donc, la volonté perçue à un niveau densifié au corps astral devient satanique ou imparfaite du fait que sa propre qualité intérieure, la perfection. Cette perception donne par le fait même l'impression qu'il a déjà été divin à un autre niveau avant la descente, même dans sa remontée. L'homme emportant ses corps avec lui, il n'y aura plus de divin et de satanique. Il n'y aura que réalisation parfaite de ce qui a toujours été parfait, la volonté, c'est-à-dire la perfection dans la perfection, c'est-à-dire une vie dans la vie, ne souffrant plus d'être divisée de l'ensemble ou du tout. C'est tout. Bon.
C'est écrit philosophiquement. Puis ce qui est écrit là-dedans est très convenable. C'est très juste. Si l'individu peut faire quelque chose avec, c'est intéressant. Possiblement aussi. C'est évident que c'est cela. C'est une façon différente de dire les choses qui ont déjà été dites, avec une saveur très intéressante. Alors, c'est ça, c'est bien. Très bien. Qu'arrive-t-il au... Bon. Les cristaux minéraux irradiés attirent quel genre d'entité? Ça n'attire pas grandes entités, sauf que ça puise un peu dans l'énergie vitale de l'individu, ce qui baisse son taux d'énergie vitale, et cela permet une expression différente des mécaniques astrales dans son corps physique. Tout ce qui est irradié détruit l'énergie vitale qui peut permettre de supporter la vie. Donc, nécessairement, une irradiation est une transformation d'énergie vitale. Dans ce qui concerne les cristaux et les métaux qui sont irradiés, il n'y a plus suffisamment d'énergie vitale pour pouvoir alimenter l'humain, et le minéral lui-même ne sert à rien chez l'homme. C'est son nombre de forme énergétique qui lui est utile. Donc, un minéral qui a été irradié devra être réénergisé par l'humain, d'où perte d'énergie de l'humain. À quoi sert de sentir autant de puissance si elle ne peut déboucher sur rien de créateur? Elle va déboucher sur quelque chose de créateur. Je répète encore le même exemple que je donne souvent aux conférences régulières. Vous êtes une bonbonne de gaz propane. La bonbonne, elle doit atteindre une certaine pression pour éclater vers quelque chose de créateur. Il vous faut 100 livres de pression. Présentement, vous en avez 10 livres de pression. Alors, vous allez continuer à accumuler de l'information comme pendant les conférences spéciales. Ça va vous monter à 15 livres de pression. À un moment donné, vous allez vivre des événements dans la vie qui vont vous écœurer suffisamment. Vous allez peut-être passer à 25 livres de pression. Et puis, quand vous atteignez le 85 livres de pression, souvent, il y a une valve de sécurité qui s'ouvre et qui vous rabaisse à 50 livres. Donc, après un gros écœurement, subitement, tout semble s'en aller, puis ce qu'on pensait atteindre est encore replacé plus loin en avant. Vous devez parvenir, l'ajusteur de pensée va le faire, il y a plusieurs mécaniques que j'ai déjà expliquées qui vont le faire. À un moment donné, la valve ne s'ouvrira pas et vous allez augmenter à 85 livres, 90 livres, 95 livres, 99 livres de pression. Et quand vous allez avoir atteint le 100 livres de pression, eh bien, il y aura suffisamment de chaleur à l'interne que vous allez commencer à rayonner. Et vous allez passer carrément de l'autre côté de la corde raide. Donc, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à date n'a rien changé. Je répète encore une fois, il faut mettre, on prend une balance. Le travail, c'est de faire baisser le plateau de droite pour pouvoir contrebalancer et même gagner sur le plateau de gauche. Bon, le plateau de gauche est en évolution. Alors, ici, il y a 25 livres. On met 5 livres. Vous dites, ouais, mais ça n'a servi à rien. Ça a servi en maudit. Ben, ça n'a rien passé. C'est sûr que ça n'a rien passé. Après ça, on rajoute 5 livres. Mais 5 et 5 font 10. Vous allez dire, ouais, mais ça n'a rien passé. Ça fait 10 ans que j'évolue pour rien. Après ça, on met encore 5 livres. C'est 25 livres qu'il y a là. Vous dites, ouais, mais ça ne sert absolument à rien. Puis, m'a donné un écœurement majeur. Vous êtes rendu à 20 livres. Vous dites, ouais, ça ne sert absolument à rien. Là, vous essayez d'évoluer. On rajoute un autre 5 livres et subitement, le plateau commence à bouger. Là, vous dites, vous rajoutez 4 livres, par exemple, ça ne bouge pas, vous rajoutez 1 livre. Et là, vous dites, ah, ce livre-là, c'est ça ou ce bonhomme-là, ou cette bonne femme-là, ou cet événement-là, ça a tout changé ma vie. Tu sais, j'ai perdu 24 livres à rien faire quand il fallait juste ça. Oui, il fallait juste ça pour commencer à bouger le plateau grâce au reste. Là, à un moment donné, c'est égal. Vous rajoutez un autre petit livre, même un micron, puis ça se met à descendre jusqu'en bas. Et là, l'humain, ne voyant jamais l'évolution dans son ensemble, voyant uniquement l'évolution au niveau nombritique, bien là, il met de la valeur là. Je répète souvent, regardez bien ici, expérience hautement scientifique. Je remplis le verre d'eau. Moi, je ne donne pas de la mienne, hein. Bon. Il est plein d'eau. Et une expression très humaine qui dit qu'à un moment donné, j'en rajoute, et là on va dire, ce fut la goutte qui a fait déborder le vase. Mais dites-moi, quelle est la goutte qui a fait déborder le vase? La dernière rentrée ou la première rentrée?
Si la première entrée ne serait pas là, la dernière n'aurait rien fait déborder. Nous, on marche toujours chronologiquement. La dernière que je viens de mettre, c'est elle qui est responsable du déboire ou de la réussite. Les autres, rien à voir? Non. Il y a une goutte de trop, vous ne saurez jamais laquelle. C'est la même chose au niveau d'évolution. Si le résultat de l'évolution, c'est que l'eau déborde du vase, vous mettez de l'eau, ça ne déborde pas, vous dites ça ne sert à rien. Vous la mettez encore, ça ne sert à rien. C'est sûr. Pourquoi? Parce que l'évolution se fait par paliers. Cumulation d'énergie, cumulation, pouf, un bond évolutif. Mais on doit cumuler avant de sauter. C'est pourquoi, à un moment donné, vous allez simplement voir le soleil se lever, et subitement, devant ce soleil fabuleux qui se lève, vous allez comprendre plein de choses. Et là, vous allez vous dire, tu vois, la religion catholique, elle m'a jamais appris autant que c'est 15 années à la seconde. La religion catholique, c'est la base qui permet la dernière goutte d'être la bonne. Mes conférences, votre travail, votre vie, tout ça est aussi important que ce que vous allez retenir comme importance. La goutte. L'humain pense qu'il évolue pas, l'humain pense que ça change rien, ça change tout, mais ça ne paraît pas immédiatement parce que vous devez cumuler de l'énergie, cumuler de la pression. Quand ça va sortir, ça sera nécessairement un iota de plus de rajouté qui va tout changer. Et souvent, l'animal humain met de l'importance uniquement sur le iota. À un moment donné, quelqu'un rencontre le Nazaréen et il comprend tout. Alors on se dit, découvrons le Christ. Et vous ne comprenez rien. Parce que vous n'avez pas vécu dans ses souliers, dans ses sandales. C'est ce que vous devez retenir. Tout ce que vous faites est extrêmement utile et utilisable. Quand je dis que l'humain doit être patient, il doit être patient de cumuler de l'énergie. Je répète encore, la clé formidable pour arriver à se libérer, c'est d'être capable de s'écœurer sans se déprimer. Oui. La même personne dit je ne veux pas être un campiste toute ma vie, ni un traditionnaliste. Campiste, il marche vers quelque chose de neuf. Ah, pas le choix. Ça ne veut pas être traditionnaliste, il faudra qu'elle soit campiste. Je pensais que c'était parce que tu faisais du camping. Ça arrive. Non, il y a quelques... Lorsque l'être humain met un terme, je ne veux pas être un campiste, ce n'est pas elle qui l'a inventé, ça c'est un synthétisant plus ou moins MTS qui, à un moment donné, pour se revaloriser, de ne plus être capable de supporter certaines formes d'énergie, il décide qu'il est uniquement le seul capable de ne plus avoir besoin, alors qu'il est toujours sur le cul, et il invente un mot pour pouvoir se sentir confortable devant vous autres. Vous êtes les imbéciles, je suis correct. Comme celui qui boit, lui, il n'a plus peur de boire. Vous êtes une gang épissous, vous autres. Il se saoule la gueule, lui, il n'a plus peur de boire, lui. C'est tough. De façon comme un autre d'avoir raison lorsqu'on a tort. Et on invente des mots qui, progressivement, se promènent un peu par-ci, par-là. Vous serez toujours un iste quelque part. Un petit... Donc, que ce soit campiste, que ce soit livriste, que ce soit viviste, que ce soit soloviste, que ce soit ce que vous voudrez. Ce sont des mots qu'on donne pour péjorativer des choses. La personne ne sera plus un campiste, elle va rester un lecteur. Un jour, elle lira encore un livre. Piarc. Elle va rester un respirateur, pour respirer de l'air. Dans l'air, il y a de l'information donnée par les autres. Piarc. Ça change quoi? C'est comme de dire, quand le soleil te réchauffe, ben toi, tu n'es plus un solarien, toi, là. Tu te réchauffes plus que le soleil, tu préfères geler ou te travailler pour t'inventer un système de chauffage, alors tu as encore tes rideaux. Ben, c'est ça. Il y en a qui préfèrent le méritoire que le facile. Chacun son choix. Pourquoi ressentir le besoin de se valoriser socialement, chercher la preuve de son évolution, conquérir les sommets et, s'ils ne sont pas atteints, atteindre le sommet de la frustration. Pour nourrir le monde de la mort. Pour nourrir le monde de la mort. C'est simple. Mais c'est pas votre chemin, c'est le chemin que votre ego fait, c'est le chemin que votre âme fait, ce n'est pas le chemin que vous faites. Alors, pourquoi? Pour ça, pour nourrir le monde de la mort. La frustration, soyez frustrés, ça ne me dérange pas, déprimez-vous pas. Et vous serez libre. Mais sachez une chose, on revient encore un peu au phénomène campiste. Il n'y a pas un campiste, il y en a d'autres.
Mais si à un moment donné, par hasard, imaginez bien ceci, où il y a le danger. Tu es campiste, tu peux être campiste. Et tu décides que tu vas t'acheter un gâteau aux fruits. Mais juste avant que tu l'aies acheté, moi je dis, il faudrait s'acheter un gâteau aux fruits. Là, tu dis, si moi, je suis campiste, si j'y vais. J'y vais plus. Là, tu deviens un imbéciliste. Si on fonce vers de l'intelligence, si vous comprenez à un moment donné c'est quoi l'intelligence du neuf, c'est pas parce que je le dis que ça vous est interdit. C'est pas parce que le voisin va le dire qu'il faut plus le faire. Si vous comprenez ce que je dis, vous n'êtes pas campiste. Si vous suivez sans comprendre, vous l'êtes. Est-ce que c'est problématique de l'être? Non. C'est comme ça. Est-ce que c'est mieux de comprendre, donc de ne pas l'être? Oui. Mais c'est comme ça aussi. Si ensemble, on regarde le soleil, il y en a un qui dit que c'est beau. C'est laid. Tout de suite, je ne suis pas pour être. Ça, c'est le danger de la stigmatisation dans le collectivisme. Être son seul maître ne veut pas dire avoir sa seule et unique vision des choses. Lorsque vous aurez la vraie vision, il faudra vous attendre que d'autres aussi aient la même que vous. Parce qu'elle sera vraie. Faites pas campiste pour autant. Si on se comprend, on se comprend. Mais sachez une chose, l'intelligence s'exprimera pas toujours à travers tous les humains de la même façon. Moi, je suis la grande gueule. Si l'intelligence trouve plus facile de communiquer avec vous par mon intermédiaire, essayez pas de la convaincre de passer différemment. La journée qui sera plus facile de communiquer à l'humain par vous, passera par vous. Puis il n'y a personne sur la planète qui va être capable de la convaincre de passer autrement. Économie d'énergie, intelligence, logique, c'est évident, simple, facile. Pourquoi pas? Oui. L'énergie supramentale est-elle de passage pour les seules 10 prochaines années? Non, l'énergie supramentale va passer pour plusieurs milliers d'années et par la suite, elle va rester imprégnée dans l'humanité jusqu'à temps que l'humanité puisse la rayonner. Elle est de passage quand même. Pas pour les 10 prochaines années, sauf qu'on va vers un point culminant et par la suite, on va vers un point qui va être progressivement atténué du contact supramental avec l'extérieur. Par contre, s'il y a suffisamment d'humains capables de devenir des antennes, ils vont être capables de la rayonner. Donc, on sera capable de rester en contact par un canal séraphique avec le phénomène supramental, même si la grande dose d'énergie ne couvre plus le plan planétaire. Autrement dit, l'énergie supramentale, si l'évolution va telle qu'elle doit aller, va rester totalement planétarisée, parce qu'il y aura des humains qui auront un double éthérique, qui auront un troisième cerveau, et qui auront un contact total avec le plan supramental par des canaux séraphiques. Donc, même si l'énergie ne baigne plus la planète Terre, elle va la baigner par un canal où elle va rayonner à travers certains humains. Mais c'est quoi la différence? Si tu dis, bon, que la planète passe dans un rayon Quand la planète passe dans un faisceau supramental, l'énergie supramentale n'est pas prédigérée. Elle est difficilement acceptable par l'humain. Elle est presque inutilisable. Vu que certains humains sont capables de l'utiliser, ils la prédigèrent et par l'écrit, par le langage, par les créations, vont être capables de communiquer ça au reste de l'humanité. L'énergie supramentale va rester en contact avec eux, sauf qu'elle va servir beaucoup plus que présentement où elle commence à servir. Et on a, vu qu'elle est à plus grosse dose, on est pilonné. Étant pilonné, les mutations, même si elles ne sont pas prêtes, commencent à cause de la puissance du phénomène supramental. Mais dans les années qui vont venir, ça va commencer à s'atténuer. Commençant à s'atténuer, ceux qui n'auront pas vu la supramentalisation devront nécessairement s'assujettir à un guide, donc à un être humain, une antenne supramentale, qui leur servira finalement de maître pour pouvoir leur permettre d'arriver à la même mutation. C'est là que vont arriver les nouvelles religions. La nouvelle religion. Elle va sûrement être divisée, connaissant l'humain. Non, oui, mais vu que les prêtres vont s'entendre. Le monarque? C'est quelque chose du genre. Peut-être, oui. Bon, ben, quelle est la composante du fait qu'il nous reste que 10 années pour se parfaire? C'est ça. C'est parce qu'il y a une attraction planétaire, que j'ai déjà expliqué aussi, puis la planète, avec le système solaire, se déplace autour de la galaxie. Et à un moment donné, on retrouve des nuages qui camouflent, qui dévient l'énergie supramentale, donc il y en a un peu moins. Elle est rayonnée à l'échelle de la galaxie, mais il y a des régions où il y en a moins. Comme la lumière, il y a des régions de notre galaxie où il y a moins de lumière, même si la galaxie rayonne dans toutes les azimuts. Mais est-ce vrai qu'il ne reste que 10 ans pour se parfaire? Non, ben il reste que 10 ans. C'est pas. Il reste quelques années pour se parfaire allègrement. Il reste quelques années pour se parfaire simplement. Puis il reste encore quelques années pour se faire. Je
Je comprends pas. Mais c'est pas nécessaire que tu comprennes parce que ça te regarde pas. Ça regarde qui? Ça te regarde pas. Non, mais qui est-ce que ça regarde? La majorité des personnes qui, présentement, sont dans une phase de conscientisation ont suffisamment de temps. Il leur faut peser ce piton à un moment donné. Là. Il y a encore quelques années pour se déniaiser. C'est quand même pas si pire que ça. Mais les 10 prochaines années, il faut commencer à les prendre au sérieux. Pourquoi il faut les prendre au sérieux? Même s'il resterait 1000 ans. C'est pas les 10 dernières années qu'il faut prendre au sérieux. Il faut commencer quelque part. Ah oui? Voilà. Il faut commencer quelque part. Comme ça, tu sers d'alternative pour faire des menaces. Ah ouais, c'est le policier qui ressort. Le temps qui suivra sera celui pour agir ou quoi? Oh oui, c'est évident qu'il y aura énormément d'actions, énormément de phénomènes. De toute façon, on va passer à quelques autres questions que tu caches. Oui, Et qui vont répondre un peu à certaines choses. Ça va répondre à ces questions-là. Pas de musique qui va avec ça? C'est pas nécessaire. Eh bien, ça concerne... Pose la question simplement. Est-ce exact que... Là, je vais répondre à toutes les questions. Après ça, tu les recommenceras, je les expliquerai. OK. Est-il exact que les premières grandes manifestations d'intraterrestres se sont faites à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notamment aux États-Unis sous la présidence de Truman et Eisenhower? Oui. Est-il exact que malgré la mise en garde des extraterrestres, les meilleurs, en parenthèse, qui s'étaient également manifestés à l'époque du président Eisenhower des États-Unis, auraient passé un contrat avec les intraterrestres? Les Américains ont passé un contrat de travail avec les intraterrestres, malgré une mise en garde des extraterrestres. Oui, c'est vrai aussi. Est-il exact qu'au terme de ce contrat, les États-Unis devaient construire des bases souterraines ultra secrètes pour les intraterrestres? Ils en ont construit une à Tulé, ils en ont construit une dans le Pacifique, et ils se sont essayés un peu ailleurs, mais technologiquement parlant, à l'époque, ils étaient trop limités. Puis c'était souterrain. C'était souterrain. Relié un peu, on a un peu le NORAD qui est en contact un peu avec le phénomène intraterrestre. Le commandement nord-américain de défense stratégique aérienne. C'est dans les Rocheuses. Au Canada. Canada américain. Ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble un peu, ils ont juste à regarder un film qui est Jeu de guerre. Par contre, en échange de leur technologie, ils pouvaient se servir des êtres humains pour leur expérience génétique puisqu'ils sont en voie de dégénérescence. Du centre de la Terre, aller à quelques pieds à la surface, c'est la mémoire de ce que l'humain appelle l'enfer. Tout ce qui est sous la Terre est donc intraterrestre, est nécessairement involutif, involuant, involué, Shambhala à l'Agartha, comme le reste de tout ce qui est sous la Terre. Les intraterrestres sont en phase totale d'involution. Ils se sont rapprochés du centre de la Terre de façon à bénéficier de la chaleur planétaire, ce qui a ralenti leur phase de terrestrification, alors que nous, de surface, nous avons été totalement terrestrifiés. Maintenant, la Terre se refroidissant régulièrement, les intraterrestres vont, plus lentement que nous, subir le sort que nous avons suivi. Parce que nous sommes en train d'évoluer, les extraterrestres, comme certaines formes de hiérarchie extraterrestre, tentent de voler de la génétique humaine de façon pour remonter à la surface. J'ai déjà parlé des gargouilles, j'ai déjà parlé de plusieurs phénomènes extraterrestres qui ont une tendance à vouloir posséder la surface de la planète, ramasser la technologie et surtout se servir de la génétique humaine pour pouvoir bloquer leur évolution et recommencer leur évolution là où nous sommes rendus nous. Alors, autant les extraterrestres... Certaines formes d'extraterrestres et tous les intraterrestres sont négatifs et essaient de voler la génétique humaine. La volant, ils voudront aussi voler le contexte humain, donc détruire ce qui, dans l'humain, fait que l'humain est l'humain. Mais depuis toujours, ces intraterrestres ont été intraterrestres, ou ils ont déjà été extraterrestres? Ils ont déjà été à la surface, mais parce que la Terre se refroidissait un peu là, vers l'époque de l'Atlantide, ils ont gagné le centre de la Terre parce qu'il y avait énormément de cavités. La Terre n'était pas suffisamment densifiée. Il y avait énormément de trous, donc de cavités. Et progressivement, la planète Terre s'est gelée par-dessus, emprisonnant la majorité des animaux humains de l'époque, les intraterrestres, sous la Terre. À cause de la chaleur, ils ont vu ralentir leur évolution. Voyant ralentir leur évolution, ils sont donc devenus supérieurs aux êtres de surface qui, eux, ont continué à se densifier.
C'est une histoire un peu longue. Je veux répondre, je t'expliquerai après. Bon. J'imagine la réponse à l'heure. Est-il exact qu'il y aurait au moins 70 bases situées vers les Rocheuses, les réserves indiennes et une au Québec vers Saint-Hubert? Il y a eu beaucoup de tentatives de base. Donc, les Rocheuses, on a le NORAD, effectivement, ça donne bien. Et puis, il y a des... Au niveau de Saint-Hubert, bon, il y a des choses à l'intérieur qui sont un peu fausses et qui sont un peu vraies. C'est-à-dire que je reviens tout à l'heure. Ouais, faisons ça. Est-il exact que pour financer la construction de ces bases, l'argent de la drogue y aurait contribué? Bon, il faut savoir aussi qu'une grande partie des structures religieuses ont eu des contacts avec les intraterrestres. Et la Mother and Father Italian Association, la mafia, ont servi énormément à subventionner effectivement la construction de certains genres de bases comme ça. Et effectivement, il y a beaucoup de manipulation au niveau de la drogue dans certains pays, dont les États-Unis d'Amérique, qui, sous l'égide de la CIA surtout, ont travaillé pour pouvoir financer la construction de ce genre de bases d'intervention. Alors, c'était à savoir aussi que le NORAD est en relation avec des mécaniques intraterrestres et il sert de défense stratégique aérienne. Ils vérifient continuellement ce qu'il y a en orbite autour de la planète. Ils peuvent repérer, je lancerai ceci en orbite autour de la Terre, puis le NORAD le saurait. Ils ont déjà vu une espèce d'immense aspirateur venir ramasser un paquet de débris radioactifs autour de la planète. Le NORAD est une structure de défense contre l'Union soviétique, surtout contre une intervention extraterrestre extérieure. Et il est énergétiquement supporté par des mécaniques intraterrestres, parce que dans la mécanicité extraterrestre, il y a énormément d'extraterrestres négatifs qui veulent voler l'humanité, et il y a certaines formes extraterrestres qui proviennent de notre avenir, qui, elles, veulent préserver l'humanité pour préserver leur temps à eux. Et les intraterrestres ont absolument aucun intérêt à ce qu'à un moment donné, notre humanité soit aidée par les extraterrestres qui proviennent de notre avenir. Mais dans le NORAD que tu appelles, que c'est appelé, est-ce que c'est des humains qui travaillent là présentement ou c'est seulement que... Non, c'est des humains qui travaillent là. Puis il n'y a pas d'extraterrestres. Il y a aussi des extraterrestres. Il y a quelques extraterrestres humanisés. Il y a surtout quelques intraterrestres qui ont volé de la génétique, qui travaillent avec l'humain. On en retrouve aussi au niveau de certains gouvernements. Au Canada, il y a... Est-il exact que les intraterrestres ont rompu leur contrat et se sont livrés à des enlèvements d'êtres humains, femmes enceintes, mises enceintes, enlèvement de fœtus, mutilation de corps humains et d'animaux, massacre, réserve de membres du corps humain et... Bon, j'en ai parlé aussi de temps en temps dans les conférences régulières. Probablement, l'intraterrestre étant en phase d'involution, nécessairement, tous les contacts, tous les contrats qu'il pourra signer avec l'humain sont des contrats qui seront, à un moment donné ou à un autre, brisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à accepter des contrats et qu'ils sont en train de mourir, donc de disparaître, c'est-à-dire qu'ils sont en train de devenir, disons, crapauds, pour redevenir humains dans quelques millions d'années, et ils ne peuvent absolument pas contenir, accepter, conserver et respecter un contrat avec l'humain. Il y a énormément d'extraterrestres qui, eux, déjà, aux États-Unis, ont mis des femmes enceintes, les enlèvent, les mettent enceintes, les ramènent sur le plan planétaire. Quelques mois avant d'accoucher ou quelques semaines avant d'accoucher, ils viennent les rechercher. Ils travaillent suffisamment légaux pour que la femme oublie. Donc, ils les hypnotisent, ils font un petit lavage, un petit brossage à ce niveau-là. La femme revient et elle n'a pas eu d'enfant. L'enfant est un enfant extraterrestre, mélangé génétiquement, qui, à un moment donné, sera placé sur le plan planétaire dans le but d'accomplir certaines fonctions. Parce qu'il y a des contrats et qu'il y a des contacts et de grandes manipulations dans certains grands gouvernements des grandes nations avec des mécaniques extraterrestres, il y a des promesses. Et étant donné que la technologie de destruction extraterrestre ou intraterrestre est quelque peu plus puissante que celle de l'humanité, à part au niveau du contact nucléaire, les intraterrestres ne peuvent manipuler le nucléaire. Les extraterrestres en ont une peur totalement folle. L'humain qui développe l'armement nucléaire a une possibilité de repousser une invasion intra- et extraterrestre par la mécanique nucléaire. Maintenant, parce qu'il y a différents problèmes, les gouvernements vont accepter à un moment donné l'intervention plus évidente d'un terrien extraterrestre, donc d'un fœtus extraterrestre qui a été terrestrifié par l'utérus d'une mère.
Les intraterrestres font cela, mais les intraterrestres n'ont pas réussi à avoir de grands résultats jusqu'à date. Ils ont implanté, grâce à certains contacts avec un extraterrestrialité qui veut posséder l'humain, ils ont réussi à implanter ce qu'à un moment donné on appelait les hommes noirs, des mécaniques, des clones et même des golas qui pouvaient travailler comme espions un peu partout, espions de toutes les nations, pour le bien de phénomènes extraterrestres et intraterrestres. Et certains gouvernements sont totalement mal pris. Et quand je parle des gouvernements, je parle... Que certains présidents des États-Unis n'ont pas été mis au courant de cet état de choses. Oui. Des contrats, tout ça. À cause de la CIA. C'est la CIA qui dirige. Comme d'ailleurs, il y a beaucoup de présidents canadiens, le premier ministre canadien avec, qui ne sont pas au courant de grand-chose. Ça veut-tu dire que celui qui est là présentement n'est pas au courant de grand-chose? Le pays est malrené. Ça... Est-il exact que JF Kennedy, ayant voulu y mettre un terme, aurait été assassiné par la CIA? Ce serait la raison. La famille Kennedy, à un moment donné, ont été poursuivis par une forme de malédiction assez puissante. Oui. Parce qu'il y a eu Robert, mais il y a aussi plusieurs enfants qui ont eu des accidents, été amputés, qui sont morts, qui ont eu la leucémie, etc. La famille Kennedy est une famille qui est beaucoup plus yannique. C'est une famille qui a... D'ailleurs, à un moment donné, il y a eu de la drogue dans la famille. Il y a eu quand même plusieurs scandales. Mais c'est une des familles qui a été approchée par des mécaniques intraterrestres et extraterrestres noirs. Et chaque fois, les membres de la famille étaient trop puissamment axés vers la libération et crier, parler. Alors, ils ont fait des scandales. Puis, à un moment donné, la famille Kennedy était prête à se ramasser totalement à l'eau pour dire, oui, nous avons vendu de la drogue. Mais c'est à cause de ceci, cela, il ne faut plus continuer. Ils ont été massacrés, matraqués, ils sont devenus des martyrs américains. Mais vendre la drogue à quel niveau? Non, ils ont bâti une partie de leur empire financier sur des mécaniques de prostitution de drogue. Prostitution infantile, entre autres. Les Kennedy, là, proches de la présidence. Oui, eux autres. C'était quoi leur manipulation? C'était quoi les raisons? Les raisons, c'est qu'une partie de la famille était extrêmement... Bon, on prenait des individus dans la famille, astralement, intraterrestrement, donc au niveau de l'enfer, on s'arrangeait pour que certains membres de la famille réincarnent énormément de choses noires. Mais il y a des choses que je ne veux pas dire présentement. Mais tout à l'heure, on a parlé de mélange génétique entre ceci et cela. Bon. Et pour pouvoir récupérer suffisamment de noirs, on libère karmiquement d'autres membres de la famille. Ceux-là libérés deviennent trop blancs. Et c'est ceux-là qui ont toujours voulu crier, qui ont été abattus. Que ce soit Robert, que ce soit John, et que ce soit d'autres aussi, où on les a carrément manipulés en les occupant. Les maladies, les accidents, etc. La famille Kennedy, toute la génération, plusieurs générations ont été totalement massacrées parce qu'il y a eu des contrats entre la famille, il y a eu des rejets, des refus, il y a eu, bref, il y a eu plusieurs choses qui sont intéressantes à jaser, qu'il ne faut pas trop jaser non plus encore. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont manigancé ça sont encore en vie. Il va falloir que ça cesse. Hein? Si on est notre seul maître... On n'est pas leur seul maître. Mais la planète, est-ce que la planète, pas prendre un terme de propriété, mais pas le prendre pareil, est-ce qu'elle appartient à l'homme ou aux extraterrestres? Personne. L'homme appartient à la planète. Et les extraterrestres appartiennent à leur planète. Certains à leur soleil. Et ceux qui vivent à l'intérieur? Ah ben ça, c'est l'intérieur qui leur appartient. Bon, ça veut dire que l'extérieur nous appartient. On y appartient. Non, mais, on verra. Ouais. Est-ce que présentement... Je suis rendu là. Est-il exact que les manifestations d'extraterrestres auraient eu lieu? OK. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des manifestations en Russie récemment? C'est vrai qu'il y en a eu, même les journaux en ont parlé. Est-ce là? Moi, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. L'agence TASS en a parlé, puis elle tasse rarement les choses. C'est vrai. Est-ce la raison? Il y a toujours eu des apparitions ovniques en URSS, comme il y en a eu partout.
en Argentine, au Brésil, etc. C'est pas nouveau. Est-ce la raison pour laquelle il y aurait libération du joug communiste actuellement dans les pays de l'Est européen? Non, le joug communiste, c'est sous-jacent. Maintenant, ils en parlent simplement, mais il y en a toujours eu. Ils en parlent présentement, parce qu'il y a eu des contacts entre certains satellites russes et des extraterrestres, comme d'ailleurs il y a eu des contacts entre certaines capsules Apollo autour de la Lune et les extraterrestres. Hein, on se rappelle toujours de la phrase où, à un moment donné, sur un des voyages Apollo, un des astronautes a dit « On vient de nous annoncer que le Père Noël existe, Santa Claus », puis ça a coupé net. Santa Claus, c'est un bonhomme qui vient des étoiles, qui a porté des cadeaux sur la planète. Bon, alors on en a eu. Les extraterrestres, il y en a des apparitions extraterrestres, il y en a toujours en Union soviétique, et ce n'est pas ce qui fait présentement que c'est la débandade. La débandade, elle est là uniquement pour pouvoir rassurer les populations planétaires, pour pouvoir, c'est un cheval de Troie, oui, c'est un cheval de Troie, pour pouvoir les amuser. Ça permet d'amuser les nations, ça permet de faire en sorte que les nations vont abdiquer énormément de leur puissance de feu, de leur vigilance guerrière, parce que l'humain a toujours pensé que l'ennemi majeur était l'humain. Pendant qu'on va fêter. Ça veut dire que si l'humain établit des armes... Même Jean de Patmos l'a dit. Quand les humains vont commencer à fêter totalement, là... On se fait poigner par en arrière. Bon, là, on ne fête pas encore, on a encore quelques années. Mais est-ce que... ça ne veut pas dire que ça va arriver? Non, effectivement. Tout est possible. Mais le temps que l'humain va entrer en guerre entre nations planétaires, par exemple les États-Unis, l'humain n'entrera pas en guerre. Non, mais l'armement, finalement, finalement, c'est la meilleure chose qui peut arriver pour expérimenter des armes pour contrer les extraterrestres. Non, c'est que le problème, c'est que toutes les armes stratégiques qui sont placées l'un envers l'autre pays, en dedans de 15 secondes, peuvent être braquées carrément vers le ciel. Et c'est la problématique sur les armes nucléaires. Du point de vue d'intervention extraterrestre, c'est pénible, et du point de vue de la part intraterrestre, ils ne pourront jamais supporter, vu leur évolution, un contexte de guerre nucléaire. L'intraterrestre ne pourra pas sortir à la surface de la planète. D'ailleurs, il va carrément être détruit s'il y aurait une guerre nucléaire. L'intraterrestre et les extraterrestres noirs, qui ne veulent pas une confrontation avec l'humain, s'arrangent pour que l'humain se désarme. Étant donné que toute la structure avait été placée pour faire peur à l'humain contre l'humain uniquement par de l'intelligence, j'en ai déjà parlé aussi, de façon à ce qu'à un moment donné, parce que présentement, je l'ai déjà dit aussi, il y a 4 ou 5 ans, il y a une confrontation, une forme de guerre dans l'espace dont l'enjeu est la Terre. Parce qu'à un moment donné, ceux qui vont gagner, quels que soient ceux qui vont gagner lorsqu'ils vont descendre sur l'échelle planétaire, de toute façon devront être repoussés par l'humain. Et il y a eu des traces, des interprétations laissées dans certaines formes de religion par des intervenants extraterrestres noirs comme blancs, où on laisse des traces des deux côtés, sur les deux saveurs. Présentement, il y a suffisamment d'armes facilement braquables ailleurs. On a des puissances de feu absolument astronomiques pour détruire beaucoup plus que la planète Terre. C'est ça qui est le problème, pas pour les terriens. Et on s'arrange pour pacifier, c'est une guerre religieuse, la prochaine guerre. Mais amenée par, je ne dirai pas le nom, parce qu'il y a des individus qui ne sont pas dans la salle, mais quand même qui sont reliés à l'astral, qui connaissent, qui appellent ce guerrier sous le nom d'un dieu. C'est quoi le nom? Je ne le dirai pas. Ça ressemble à quoi? En tout cas, tu sais, à là-bas, comme je te pousse, hein, c'est... Bon. Alors, il y a donc... certaines choses qui vont obliger l'humain à entrer en guerre lorsque l'humain parlera de paix. Et ce sera une guerre contre l'homme et non pas une guerre contre ce qui nuit à l'homme. Qui est prévu dans ce qu'on appelle l'Apocalypse. Mais ce n'est pas prévu, ce n'est pas sûr que ça va arriver, c'est une prévision. Il faut savoir que Jean de Patmos, avant d'être prophète, il était météorologue. Or, ces prévisions, pas fiables. Après, est-ce que les extraterrestres sont au courant que leur pire ennemi, c'est le nucléaire? Ah oui. Mais est-ce que l'humain le sait, ça? Non. Mais les humains le savent. Les Américains, les dirigeants de la CIA, est-ce qu'ils savent ça? Ils le savent et ils ne le savent pas. Sans Pourquoi? doute. Parce que même la CIA est divisée en plusieurs factions. Et il y a des factions qui sont totalement imbibées de phénomènes intra- et extraterrestres, tandis que 75% de la CIA est totalement
assujettis de l'intelligence, ils n'ont pas de contact, ils n'ont pas de vision du phénomène. Il y en a qui ont des visions, travaillent un peu contre, mais la CIA elle-même, certains diraient, elle est pourrite. Donc, si elle est pourrite, c'est qu'elle n'est pas totalement noire, comme d'ailleurs le MI6, comme d'ailleurs le KGB, comme d'ailleurs beaucoup d'autres systèmes de police secrète nationale, systèmes de contre-espionnage. Alors, ils le savent et une partie le sait, une partie ne le sait pas. Une partie est subjuguée, une partie est libre. Est-il exact que sur la surface... en tout cas, c'est la surface de la Lune, il y aurait une implantation de Russes et d'Américains mêlés à des extraterrestres? Non. Il y a eu des contacts avec Apollo. Les Russes n'ont pas été là, ils ont envoyé des robots là, mais il n'y a pas de manipulation particulière. La seule chose qu'il y a, c'est de temps en temps, c'est que, étant donné que pendant un laps de temps, les Américains ainsi que les Soviétiques recevaient de l'information à partir des mécaniques qu'ils avaient laissées sur la Lune. Les informations étaient colorées par un contact extraterrestre. En bas, eux ne le savaient pas. Bon, mais il n'y a pas de base lunaire, présentement extraterrestre, mélangée avec l'humain. Mais qu'est-ce qui était coloré par... Qu'est-ce qu'il y avait Les satellites captaient des choses, OK. mais ce qu'ils captaient, c'était simplement s'ils captaient l'émetteur qu'on avait mis en avant pour les mettre dedans. Ben, ça n'a rien à voir avec les extraterrestres. Ben oui, c'est l'extraterrestre qui a mis le capteur, Ah, OK. l'émetteur. Les Américains se sentent piégés et liés aux extraterrestres. Le rapprochement et la prochaine réunion Bush-Gorbatchev ferait-il partie d'une possible solidarité planétaire pour lutter contre une invasion intraterrestre et leur possession de la planète Terre? Gorbatchev et Bush se réunissent uniquement parce qu'il y a manipulation. Vu que c'est le mâle qui, en gros, dirige la majorité de l'animal humain, vu que le mâle a décidé de se retirer un peu, ça permet des alliances. Ces alliances-là vont se faire dans le but d'empêcher l'humain de parvenir à monter un système de défense contre lui, capable de détruire l'invasion réelle. Donc, Bush n'est pas au courant de la mécanique extraterrestre, Gorbatchev non plus, mais ils s'allient sans savoir pourquoi. S'alliant ensemble, ils diminuent les possibilités de résistance contre une intervention intra- ou extraterrestre, parce que s'ils saillissent, même s'ils saillissent comme ils se sont toujours haïs, soviétiques et américains, quand l'Allemagne est venue au monde un peu trop puissamment, ils étaient alliés. S'ils sont amis, ils risquent d'éteindre énormément de capteurs, de radars, etc. Ils risquent de se désarmer énormément et de rendre non utilisable en cas d'urgence la majorité des armements. Ce qui est une problématique. Ils ne s'allient pas ensemble pour pouvoir contrer une invasion intra- ou extraterrestre. Mais faites confiance à la stupidité des militaires. Ils ne désarmeront pas si vite. Chance. La problématique qui commence déjà à apparaître dans le rapprochement des deux grandes nations, c'est qu'un tiers de l'économie des deux puissances est basée sur la structure militaire. Alors, ils ont décidé prochainement de commencer à s'unir, ils sont prêts à désarmer, mais il faut qu'on pense à ce qu'on va faire de toutes les armées, qu'on ne peut pas renvoyer dans le civil. Crise économique totale. Et ça, c'est un avantage aussi. Ils vont s'arranger pour faire des simulations entre eux autres, s'amuser comme ça. Là. Sommes-nous l'enjeu ou les cobayes de la future confrontation entre les intra- et les extraterrestres? On n'est pas des cobayes. Un enjeu par la génétique, oui, j'en ai déjà parlé souvent. On a déjà des interventions qui sont élohimiques. On a déjà expliqué aussi à quoi servait l'intervention élohimique qui paiera simplement de la génétique chez certains humains pour, sur d'autres planètes, recréer l'humain tel qu'il est actuellement, au cas qu'il y aurait une faillite planétaire. S'il n'y en a pas, ce qui est recréé là-bas va être automatiquement détruit. C'est l'humain qui va dominer. Bon. Il y a énormément d'interventions extraterrestres qui se font d'une façon très, très, très petite, mais effectivement, du point de vue de la génétique, il y a énormément de hiérarchie. On en a déjà parlé énormément.
qui tentent régulièrement de s'accaparer de la génétique de l'humain, soit par la conscience de l'homme lentement digérer l'humain, soit par le vol carrément de fœtus ou d'enfants, soit par le vol de la génétique de l'humain, recréer sur la planète Terre, parce que c'est l'endroit où l'humain est le plus apte à vivre comparativement à une planète. Et il y a donc effectivement un enjeu extraterrestre involutif énorme, la génétique de l'humain, en excluant la conscience de l'homme de dedans. L'intraterrestre, qui est en phase d'involution totale, lui aussi veut récupérer la génétique de l'humain. Alors effectivement, à un moment donné, il y aura un conflit entre l'extraterrestrialité et l'intraterrestre, dont l'enjeu est la génétique de l'homme. Ça, évidemment, c'est en espérant que l'humain ne bougera pas pendant ce conflit-là. Si l'humain dit « Ah, ça ne nous regarde pas », s'il devient un territoire neutre, bien on sait ce que l'Allemagne faisait des territoires neutres. Celui qui gagne ou celui qui pense gagner. Les territoires neutres, c'est des bouts de papier. Bon, c'est rien d'autre. Mais il y a l'intervention extraterrestre qui, à un moment donné, transportera ce que je dis souvent, les transportables, les plus conscientisés, les génétiques les plus avancés, ceux qui sont capables d'accepter du neuf. Et il y a plusieurs choses qui ne sont pas prévues encore et qu'il ne faut pas trop parler pour ne pas le prévoir. Mais ces extraterrestres-là, c'est ceux qu'on va appeler les bons extraterrestres? Les utilisables. On dit les méchants, pourquoi pas dire bon? Question de pas correct. Les bons. Sauvons du temps. Les bons. Non, mais c'est pas les bons. C'est les utilisables, mais c'est les bons. Parce que ces extraterrestres-là, est-ce que c'est nous, les personnes qui se conscientisent dans le futur? Oui. Non, avec nécessairement des bons. Alors, les bons. Et les bonnes. Mais pourquoi qui n'est pas clair, là? C'est pas grave, finis là ton papier. C'est fini? C'est fini? Oui, mais il y a des questions qu'on n'a pas répondues, là. Vas-y. Que t'as pas répondu. Réponds-y. Mais là, premièrement, en parlant des... Une chose. Je vais quand même répondre un peu, expliquer l'idée. Oui. Une chose avant. D'accord. Les extraterrestres, les intraterrestres, est-ce qu'ils vivent dans un monde parallèle? Oui. Est-ce que c'est de la Beaucoup matière? vivent dans un monde parallèle. Et plus ils montent vers la surface de la planète, plus ils vivent dans notre monde à nous. Mais plus ils s'approchent de la croûte, plus ils se matérialisent. C'est ça. Fait que c'est la même chose que ceux qui descendent. Même chose. Oui. Pourquoi je ne parle pas souvent de toute cette mécanique et de tout ce phénomène-là ici qui intéresse énormément les égos normalement? Pourquoi? Ton égo est intéressé. Pour la simple raison que ça distrait trop facilement ce que l'humain a à faire en premier. L'humain aime le drame. L'humain aime les films d'horreur. Et si on parle d'une évolution dangereuse où on devient immédiatement, on doit se créer un ghetto rapide, sur le Saint-Hilaire ou ce que tu voudras, ça nuit énormément. Pourquoi? Parce qu'on a en masse de temps avant de commencer à se préoccuper. Surtout qu'il y en a en masse qui s'en préoccupent pour nous. Alors, laissons-les s'en préoccuper et nous travaillons sur ce qu'on a à faire à la place. Au niveau d'évolution, à un moment donné, ta génétique ne sera plus utile pour les extraterrestres. Pourquoi? Parce qu'elle sera trop haute. On ne pourra pas s'en servir. Inutilisable. Il va venir un temps où, de toute façon, il y aura une tangente planétaire où la planète sera divisée en plusieurs mondes parallèles et où, dans ton monde à toi, il n'y aura plus ces problématiques. Il ne vaut même pas la peine de travailler pour comprendre la problématique. Il n'y a pas présentement d'utilité, d'urgence à connaître tout cela. On peut en être informé comme ça. Ça amène à l'ego la connaissance d'une pluri-évolution dans la structure cosmique. Ça amène à l'ego une information en lui disant qu'il n'est pas le seul sur la planète. Ça permet simplement d'augmenter encore la vision de conscience de l'ego. Ça lui donne de l'expérience de choses neuves, d'envergure. Mais ça distrait aussi facilement. C'est pourquoi je n'en parle pas souvent. J'ai parlé de temps en temps de certaines choses. Bon, c'est correct.
Mais pourquoi je ne parle pas trop de ce genre de phénomène? C'est parce que l'humain recherche trop de fantastique, et c'est pas long que l'individu qui est en train de se poser la question fondamentale sur son égoïsation, sur la conscientisation, sur les stupidités planétaires, mais tu lui amènes un peu ce genre de choses-là, et tout ça tombe à l'eau complet, il commence à rechercher les hommes en noir, il commence à s'intéresser sur... En tout cas, il y a tellement de phénomènes qui vont le distraire. L'humain devient un être humain qui fonctionnait uniquement à partir de la stimulation émotive reliée à la connaissance de phénomènes fantastiques, stressants et dramatiques, neufs, alors qu'il devrait travailler sur d'autres choses. Donc, ce qui est écrit là-dedans est pour la majorité authentique, à part pour certaines choses au niveau du Québec. La majorité, c'est authentique, c'est vrai. C'est très limité par rapport à tout ce qu'on pourrait en dire. Mais c'est préférable de travailler sur ce que nous sommes plutôt que de travailler continuellement sur des... On a en masse d'armées. Vous savez, on se plaint de nos armées. Mais le temps qu'elles sont là, servons-nous-en au moins pour penser à d'autres choses. Ils pensent pour nous de ces choses-là. Ce sont nos chiens de garde. Ça. Les omniologistes sont nos chiens de garde. Les théologiens sont nos chiens de garde. L'armée sont nos chiens de garde. Les politiciens, les polices secrètes sont nos chiens de garde. Aujourd'hui, ils sont chiens, mais ils gardent. Ils gardent en dedans, ils gardent en dehors. Soit. Mais de plus en plus, plus ils vont s'occuper à garder en dehors, plus en dedans, on pourra s'amuser. Alors voilà. Pas d'autre chose à dire là-dessus? Non. Est-ce que Einstein, Einstein s'est-il réincarné? Bon, oui, mais pluralitairement, comme tout le monde, il n'y a pas de Einstein sur la planète, et Einstein s'est réincarné dans énormément d'individus, ce qui fait que la théorie de la relativité devient quasiment un petit jeu d'enfant pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais il n'y a pas une grosse partie de son ego, par exemple, qui reste à réincarner. Non. Je dis souvent, tout à l'heure j'ai lu ici un peu la feuille, et puis vers la fin, là, c'était écrit, est-ce qu'on doit encore continuer à faire ce que l'on fait? Je peux le lire. Oui. C'est effrayant, virgule, mais continuez de faire ce que vous faites. Non. Continuez de faire ce que vous avez à faire. Est-ce toujours ton avis? Mais quand vous me posez des questions, je vous dis, continuez à faire ce que vous faites. Vous avez à faire. Oui, c'est toujours mon avis. C'est pas un avis, c'est un fait. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement, sauf si vous acceptez d'être subjugué par un maître. La journée que je vais dire, cessez de faire ce que vous faites, et maintenant faites ceci. Vous devenez tous des disciples. L'humain va dire, non, c'est des conseils qu'on aimerait. C'est la même maudite affaire. Mettez les mots que vous voudrez. Pour que l'humain devienne son seul maître, pour que l'humain atteigne une libération totale au niveau de sa conscience, donc au niveau de sa génétique, il faut que l'humain soit capable de supporter la souffrance, de jamais savoir si ce qu'il fait est correct ou non. C'est évident qu'on continue à faire ce que l'on fait, continue à faire ce que vous faites. Parce que si je commence à dire ce qu'il faut faire, moi ça me plaît pas. C'est une bonne raison. Qu'est-ce qui te plaît pas? De le dire ou de le faire? D'être pogné de voir le tir. Alors qu'un jour, tout le monde va le savoir. Mais s'il est trop tard? Non, trop tard, c'est pas canadien, pas québécois. Qu'est-ce qu'un agglomérat spirituel et quelles sont les caractéristiques exprimées chez l'individu qui le réincarne? Bon, ça ajouterait une conférence régulière. Les agglomérats spirituels, c'est la mémoire de la conscience lucide de chacun des individus qui a vécu dans le passé, avec un corps physique incapable d'engendrer un double éthérique. Cette partie-là gagne le monde de la mort, mais est totalement rejetée par le monde de la mort. Donc, étant rejetée par le monde de la mort, elle se ramasse dans les hautes sphères spirituelles, mais elle n'est pas colorée. Plus il y a d'individus qui vivent et qui ont des vécus similaires, plus les agglomérats, les parties de conscience lucide qui ne peuvent aller nulle part que dans le monde de la mort, s'agglomèrent dans le plan spirituel. Je les appelle donc agglomérats spirituels. Il vient un moment donné où l'agglomérat se réincarne en même temps que la mémoire expérientielle chez un humain, et cet humain-là a un vecteur d'évolution différent de la majorité des humains, c'est qu'il se réveille à évoluer à un moment donné, et d'une évolution vers le neuf, d'une évolution neuve, donc il a réincarné un agglomérat spirituel qui est
l'expérience extrêmement lucide, sans coloration émotive, d'un contact entre l'esprit et de la matière, le corps humain. L'agglomérat spirituel est essentiel pour qu'un individu commence à évoluer, donc vous avez tous récupéré un moment de votre vie, un gros agglomérat spirituel, ce qui est évident. L'agglomérat spirituel, dans la prochaine mortalité, va gagner le double éthérique. C'est votre conscience lucide. Est-ce qu'il va y avoir bientôt des agglomérats Non. mentales? Non. Non. Tu dis que la société ne remet rien en question, mais les individus qui le font doivent être assez solides pour le supporter. Devenir son seul maître implique une coupure d'avec les autres personnes que je supporte mal. J'ai voulu instaurer un climat de bonne humeur et d'harmonie au travail et je suis devenu le bouc émissaire de toutes les tensions. Je ne voulais pas changer les autres, mais par attitude. Où est l'erreur? Bon, l'erreur, c'est que vous voulez mélanger du vin nouveau avec du vieux vin. C'est pas bon. L'erreur, c'est que vous avez décidé d'amener un climat, disons, de joie au travail, un climat de joie en fonction de votre vision des choses. Parce que vous devenez un petit peu marginal, vous voulez, même si vous ne voulez pas changer parce que vous avez des tendances à changer les choses, ben c'est facile pour tous les égos qui sont manipulés par des forces de stagnation, des forces d'involution, de vous rentrer dedans carrément parce que vous êtes une force d'évolution. Alors, nécessairement, vous ramassez tout ce qui est là sur votre dos. Bon. Parce que vous pétez de travers, ici, il y a un tremblement de terre, c'est nécessairement de votre faute. Bon. Ça permet aux égos de rester convaincus que ce qu'ils font est correct. La preuve, c'est quelque chose qui ne va pas, c'est parce que vous ne le faites pas comme eux. Donc, vu que c'est de votre faute, ce qu'ils font est correct. Énormément de choses du genre. Surtout, j'ai déjà expliqué dans le séminaire que vous devez apprendre à être raciste. Le racisme s'arrête là où on est capable de communiquer avec quelqu'un qui est susceptible de comprendre, susceptible de savoir. Jusque-là, ça va. Tous les autres font partie d'une race à part. Le racisme que vous devez vivre est un racisme qui est mobile. Du jour au lendemain, une personne qui fait partie des autres peut faire partie de ceux qui sont susceptibles de savoir. Donc, ce n'est pas un racisme qui est cristallisé. Mais quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. On ne met pas d'énergie là-dedans. Vouloir agrémenter sa condition de travail, c'est convenable, sauf que vous avez misé sur l'extérieur et non pas sur vous-même. Nécessairement, vous avez perturbé les égos d'autrui, et comme vous devenez une force d'évolution, nécessairement, vous aurez tendance, historiquement, à être un peu martyr. Mais on reconnaîtra ce que vous avez fait dans 50 ans. On reconnaîtra. L'erreur, il n'y a pas d'erreur. La personne, elle a vécu des choses, elle apprend des choses, ça continue. Regardez. Vous savez que la majorité d'entre vous, vous êtes des êtres humains totalement sauvages. Hein? Et je dis que vous étiez un troupeau de sauvages. Sauf que, on discutait à un moment donné, à travers le groupe des chefs, la majorité des individus qui constituent ce groupe-là sont des individus que partout dans le système social conventionnel sont toujours seuls, sont traités de sauvages, d'impolis, de ceci puis de cela. Quelqu'un arrive chez eux sans les avoir avertis. Il est mal reçu là, c'est pas une vraie farce, oui. On les invite à une fête de compagnie, ils se pointent jamais. S'ils viennent, c'est juste donner de la merde. En tout cas, c'est vraiment... Puis si les personnes avec qui ils travaillent les verraient à un moment donné dans le bois quand on se réunit, on est 25, 30, puis sauvage, il n'y en a pas un seul là-dedans. Il suffit d'un touriste qui passe dans le bois pour venir nous parler. Il va se rendre compte qu'il y a 30 sauvages. Et bien souvent, c'est ce qui arrive. Pourquoi? Ben, on n'est pas sauvages. Mais vous faites affaire avec des individus qui ne peuvent faire affaire avec vous. Nécessairement, ils vous considéreront comme sauvages. La quantité de gens qui est ici, combien s'embrassent quand ils arrivent ici? On ne voit pas souvent. Mais allez dans n'importe quel endroit où les gens se réunissent pour évoluer. Ça s'embrasse, puis je lève, il a même ses murs. Alors qu'ici, il manque d'amour. Il manque pas d'amour. C'est une gang de sauvages. Dans des endroits où on veut mettre du bonheur, mettre un peu de gaieté, c'est sur quel standard, sur quelle base qu'on va y aller? La nôtre, on risquera de créer des problèmes à l'extérieur. Puis vous n'avez pas besoin de faire grand-chose pour que les animaux humains autour de vous commencent à se sentir bien bizarres. Et nécessairement, l'astral va récupérer ces individus pour vous taper dedans.
sûr. C'est pas une erreur. C'est une preuve que ce que vous savez est vrai. Mais vous ne le savez pas assez. Alors, à un moment donné, on saura un peu plus. Une autre dernière question. Comment un ego peut devenir dépressif, violent chez une personne ayant un ajusteur de pensée et un mental efficace? Parce que le mental est efficace, sauf que vu que l'ego contrôle le corps physique, à un moment donné, quand le mental il dit « lève ta main lentement », le mental la lève puis il casse tout. Pourquoi? Parce que c'est l'ego qui vient de traduire l'énergie du mental et ce qui se passe n'est absolument pas ce que l'humain voulait faire. Comme l'humain qui vient pour dire « je t'aime » et qui dit « toi là ». Bon, c'est pas ça qu'il voulait dire pantoute. L'ego contrôle bien le corps physique. On doit s'en apercevoir, trouver ça stupide, s'en écœurer et rire. Ne pas se déprimer. De toute façon, l'année 90 est commencée. La dernière décennie du 20e siècle est commencée. Et on a encore quelques temps, mais on doit travailler à cosmologiser les choses, à comprendre des choses. Et puis de toute façon, on va se revoir dans un mois. Et puis on aura beaucoup de pratiques, enfin de choses intéressantes à jaser. En attendant, ceux qui ont le goût de lire, c'est évident que le tournoi de la naissance à la mort est non pas un résumé de ce que vous savez, mais possiblement une espèce de bloc d'escalier en ciment vous permettant de pouvoir asseoir énormément de choses que vous comprenez et comprenez mal de temps en temps parce qu'il manque des éléments. Quand c'est écrit, ça a une facilité. Une cassette, on doit la tourner jusqu'à temps qu'on trouve ce qu'on veut entendre, fouiller à travers le lot. Avec quelque chose qui est écrit, c'est simple, on prend le livre, on le tourne, c'est un accès aléatoire, on prend exactement ce qu'on a besoin. C'est extrêmement utile, puis le livre a été écrit en premier pour les individus qui se conscientisaient. Que je le dis, je ne vends à peu près jamais mes affaires, mais cette fois-ci, ce livre-là, il est extrêmement utilisable. Alors là-dessus, je vous abandonne. Bonne année tout le monde.